Mesdames et messieurs, donc je m'appelle Ioana Otio, je suis effectivement fonctionnaire à la Commission européenne depuis 2004. C'est l'année de l'entrée du pays dont je suis originaire, qui est la Pologne, qui a adhéré donc à l'Union européenne en 2004. Et je suis membre de son service juridique. Donc le service juridique qui s'occupe du consultatif, donc on donne nos avis consultatifs sur les textes de propositions, de règlements, de directives et de décisions, mais surtout on a les activités contentieuses parce qu'on représente la Commission européenne et donc l'intérêt général européen devant la Cour de justice de l'Union européenne, donc que ce soit la représentation par écrit ou par l'oral, donc la plaidoirie devant la Cour de justice. Et donc depuis juillet 2019, je suis détachée dans ce qu'on appelle le détachement dans l'intérêt du service auprès du secrétariat général des affaires européennes, qui est une instance de coordination interministérielle rattachée directement au Premier ministre. Donc comme M. Petitty a très bien dit, la Commission européenne, mais aussi le Parlement européen, envoie très régulièrement ses fonctionnaires dans les États qui préparent leur présidence, pour la préparation et pour le déroulement de la présidence, pour fluidifier les relations avec les institutions européennes, mais aussi pour donner une certaine vision européenne dans ces préparatifs, peut-être penser à des choses qu'une présidence n'a pas naturellement l'idée de penser, en sachant que bien entendu la France détient sa 13e présidence, donc c'est un exercice qui est déjà bien rodé. Par contre, dans d'autres États, et je prends l'exemple de la Slovénie qui a précédé la France, c'était sa 2e présidence, et c'est un pays qui a encore besoin d'aide, de conseils et d'avoir des relations plus fluidifiées avec les institutions. Et donc, si je ne me trompe pas, la Commission a dépêché 12 fonctionnaires en Slovénie pour préparer leur présidence. Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est de vous parler justement de l'état des lieux de la présidence française de 2022, parce que comme vous le savez, la France préside pendant 6 mois, du 1er janvier au 30 juin, le Conseil de l'Union européenne, sur la base d'une décision du Conseil de 2016, qui a institué l'ordre des présidences tournantes jusqu'à l'année 2030. Et il s'agit bien de la présidence du Conseil de l'Union européenne et pas de l'Union européenne, comme parfois on entend ou on lit dans la presse, c'est-à-dire que la France ne préside qu'une institution et pas l'ensemble de l'Union européenne. Alors, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que la France préside toutes les instances préparatoires du Conseil de l'Union européenne, aux 3 niveaux différents. Donc, tout d'abord, le groupe de travail, il y en a un peu plus de 200 actuellement. Ensuite, le Coreper 1 et 2, dont M. l'ambassadeur faisait partie. Et ensuite, 9 formations du Conseil sur 10. La 10e, c'est les affaires étrangères, qui est présidée par le haut représentant pour la sécurité de l'Union européenne. Et donc, tout ceci, c'est le rôle de la France. C'est donc préparer les travaux de ces instances préparatoires. Donc, pour faire l'état des lieux de la présidence française, en fait, il faut regarder 2 choses. Donc là, tout d'abord, ce qu'on appelle le programme politique et l'agenda législatif et non législatif de la France. Et ensuite, ce que font traditionnellement toutes les présidences, c'est l'organisation d'un très grand nombre d'événements informels qui ont lieu en France. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la France a prévu pendant sa présidence 413 réunions diverses et variées qui ont lieu en France. Il faut dire que jusqu'à présent, la présidence française a été extrêmement dense. Dense pour 3 raisons. Tout d'abord parce que la France est un grand État fondateur de l'Union européenne et donc il est attendu sur tous les fronts et donc son agenda législatif est particulièrement important et ambitieux. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a actuellement 250 propositions législatives de la Commission sur la table. La France en a choisi plus de 200. Ce n'est pas le cas de tous les États, pensez notamment aux petits États comme la Slovénie, qui n'ont même pas de ressources humaines suffisantes pour pouvoir présider les instances et donc qui vont avoir un agenda moins ambitieux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les élections présidentielles. Les élections présidentielles ont eu un impact important sur l'organisation des événements en France.
parce qu'en fait, il fallait organiser ces événements avant le début de la période des réserves, donc qui a commencé le 18 mars, pour précisément éviter toute polémique électorale, toute polémique qui pourrait donner lieu à un contentieux électoral, qui pourrait dire qu'on a utilisé les fonds européens, les fonds publics pour organiser des événements européens, et qui pourrait se traduire par diverses sanctions qui sont prévues par le code électoral. Donc c'est les articles L52-1 et suivants du code électoral qui régissent justement cette période. Par conséquent, on a organisé exactement 116 événements jusqu'au 18 mars qui impliquaient soit la présence du président de la République, soit la présence des ministres. C'est-à-dire qu'on en avait parfois 3 par jour. Donc extrêmement dense, très important du point de vue de communication parce qu'on a dû couvrir tous ces événements. Et la troisième raison pour laquelle la présidence française est particulièrement dense, Monsieur le Président a dit tout à l'heure, c'est le conflit en Ukraine, effectivement, qui n'a pas été prévu, qui s'est invité dans les débats avec des mesures d'urgence qui ont dû être prises. Et donc, il fallait faire de la place dans l'agenda de la présidence française pour pouvoir justement coordonner, que ce soit au niveau des sanctions. Il y a 5 paquets de sanctions qui ont été adoptés jusqu'à présent. Le 6e est en cours d'élaboration. Et puis, toutes les mesures de soutien, notamment des mesures financières qu'on a adoptées à l'égard de l'Ukraine, mais aussi beaucoup d'autres. Vous connaissez certainement la directive sur la protection temporaire qui a été activée également avec la coordination très importante de la présidence française. Donc je vais aborder très rapidement chacun de ces points pour vous donner un peu l'état des lieux, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et je vais commencer donc par l'agenda législatif. Comme je vous disais, il est extrêmement important, mais peut-être avant d'y plonger, une petite introduction sur l'agenda législatif en tant que tel. Donc la présidence du Conseil de l'Union européenne n'a pas d'initiative législative. Cette initiative législative appartient à la seule commission sur la base de l'article 17 du traité sur l'Union européenne, dont le paragraphe 2 dispose qu'un acte législatif ne peut être proposé que par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'un État qui détient la présidence ne peut pas se dire « voilà, je vais proposer un acte législatif qui va faire bouger nos priorités nationales ». Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a que la Commission européenne qui peut proposer des initiatives législatives. Donc du coup, un État qui détient la présidence ne peut que choisir parmi les initiatives qui sont sur la table des négociations. Mais c'est un pouvoir qui est néanmoins important. Comme je disais tout à l'heure, il y a 250 initiatives actuellement sur la table. La France a pu choisir celle qu'elle estimait importante pour faire avancer, voire adopter pendant la présidence. Et encore une fois, c'est un pouvoir très important parce que la présidence, c'est elle qui détient la fixation de l'ordre du jour, la programmation des travaux. Donc si elle veut faire avancer un texte, elle va prévoir autant de groupes de travail pour faire avancer la négociation qu'elle estime nécessaire. Et la même chose pour les réunions de Coreper, elle peut inscrire à autant de Coreper pour faire avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une procédure législative ordinaire dure en moyenne 18 mois. C'est-à-dire que pendant la présidence, on ne peut pas se dire on va juger le succès de notre présidence par le nombre de textes qui vont être adoptés. Ça ne marche pas, tout simplement parce qu'en pratique, c'est 18 mois. Donc, ce que la présidence se fixe comme objectif, c'est de faire avancer ou de débloquer le plus de dossiers législatifs possible. Et c'est ce que la France a fait. Comme tous les États membres, elle a préparé un tableau en recensant toutes les initiatives sur lesquelles elle voulait travailler, en leur donnant la priorité forte, moyenne ou petite, en fixant l'objectif de négociation et en identifiant toutes les difficultés qu'elle pourrait avoir pour faire avancer ces textes. Donc ça, c'est l'agenda législatif. Rapidement, pour la procédure législative elle-même, donc il y a 3 étapes importantes. Donc la première, c'est la négociation au sein des groupes de travail pour obtenir ce qu'on appelle l'orientation générale.
c'est en fait l'accord de tous les États membres, donc en général à la majorité qualifiée ou à l'unanimité pour certains dossiers, qui permet d'adopter le mandat de négociation du Conseil vis-à-vis de la Commission et du Parlement européen. Parce que le Parlement européen, c'est le co-législataire, donc lui-même va adopter son mandat, c'est le rapport du rapporteur du texte dans une commission parlementaire compétente, avec tous les amendements que le Parlement veut proposer. Et ensuite, la Commission, elle participe également à cette négociation parce que c'est elle qui est à l'initiative du texte qui est discuté, donc celle qui a l'initiative, mais elle a également le droit de retrait. C'est-à-dire que quand elle voit que le Parlement et le Conseil proposent tellement d'amendements que son texte est totalement dénaturé et qui ne remplit plus les objectifs qu'elle s'était fixés, elle peut tout simplement le retirer. Et à ce moment-là, le Conseil et le Parlement ne peuvent plus rien faire. Sauf si, bien sûr, ils peuvent faire. Le Conseil peut voter à l'unanimité le texte, mais en général, c'est très difficile à atteindre. Donc c'est très important que ces trois institutions ensuite négocient ensemble le texte sur la base de leurs mandats respectifs. C'est ce qu'on appelle les trilogues. Donc il y a les trilogues techniques, les trilogues politiques, en fonction des sujets qu'on discute. Et une fois qu'on a obtenu l'accord en trilogue, à ce moment-là, on peut adopter formellement le texte qui est signé par le ministre français pour la présidence française et par le président du Parlement européen. Alors, qu'est-ce qu'on a adopté jusqu'à présent? Quels sont les actes? Je vais commencer par ceux qui étaient adoptés, qu'on appelle déjà nos premières victoires. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, a parlé de règlement sur le marché numérique et du règlement sur les services numériques. Effectivement, ça, c'est une très grande victoire de la présidence française qui a mené beaucoup de trilogues et de discussions très difficiles, surtout pour ce qui concerne les règlements sur les services numériques, qui était le texte le plus complexe. Les services numériques, c'est celui qui gère les contenus donc des plateformes. Les règlements sur le marché numérique, c'est celui qui gère la concurrence, donc les conditions de concurrence des grandes plateformes, donc pour assurer la concurrence équitable. Et ce texte était extrêmement important parce que justement on n'avait pas jusqu'à présent de réglementation dans ce domaine-là. Un autre texte qui était très important, c'est l'extension du mandat de l'agence Europol et également la révision du règlement sur le système d'information Schengen. Ici également, on a obtenu un accord au bout de beaucoup de trilogues qui étaient très très intenses. On a un autre texte qui est important, dont on a beaucoup parlé dans la presse, c'est la réciprocité dans les marchés publics internationaux. C'est-à-dire en fait de mettre des conditions pour les États tiers, notamment la Chine et les États-Unis, pour accéder à nos marchés publics, pour qu'il y ait une réciprocité équitable avec ces États. Et puis il y a deux règlements qui ont été révisés pendant la présidence française avec un accord. Donc tout d'abord le règlement CARE, donc ça c'est dans le cadre de la crise en Ukraine. C'est un règlement en fait qui prévoit que les résidus des fonds des années 2014-2020 peuvent être consacrés au soutien financier de l'Ukraine. Et puis un autre fonds qui s'appelle Asile, Migration, Intégration et Fonds de sécurité intérieure. Également, on a pu prévoir l'argent dans le cadre de cet accord pour l'Ukraine. Ensuite, on a beaucoup de textes où on a obtenu, ce que je vous disais tout à l'heure, l'orientation générale, c'est-à-dire le mandat pour aller négocier avec le Parlement européen et la Commission. Donc tout d'abord, c'est le mécanisme d'évaluation et de contrôle de l'acquis Schengen. Un autre texte, parce que je ne vais peut-être pas vous les détailler tous, sauf si après vous avez des questions. Il y a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc ça aussi, ça marche très très bien. On a le règlement sur la gestion des déchets de batterie, le règlement sur les statuts et les financements des partis politiques et des fondations politiques européennes, et une directive qu'on appelle Women on Board en anglais. Ça veut dire en fait le meilleur équilibre entre hommes et les femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Et ça, c'est vraiment une très grande victoire de la présidence française, parce que c'était un texte qui a été adopté il y a 10 ans par la Commission européenne. En 2013, le Parlement a adopté déjà son mandat de négociation, alors que le Conseil ne bougeait pas, ne voulait pas aller de l'avant. Il y avait plusieurs États
qui le bloquaient, notamment l'Allemagne.